Alors les Allemands sont arrivés le 10 juin 1940, ils ont envahi donc la Moselle et la France. Il y a eu une débâcle, l'armée française n'a pas résisté, l'armée française est partie en débâcle. Voilà ce qu'on a appelé. Mon père, qui était soldat à l'époque, qui était rappelé, militaire, lui s'est retrouvé dans le Lot, là-bas, dans le département du Lot, pour me rendre service par la suite, je vous expliquerai. Donc ici en Moselle, Algrange, comme Florange, comme toute la Moselle est devenue allemande. Du jour au lendemain, on est redevenu allemand. Moi-même, à ce moment-là, j'étais considéré comme allemand. J'étais élevé par des grands-parents. Mon grand-père avait fait la guerre de 14, déjà de 14-18, déjà dans l'armée allemande. Alors automatiquement, voilà, nous sommes devenus allemands. Alors il est arrivé un temps, les Allemands, les jeunes comme vous, de l'époque, on a été obligés d'aller dans les jeunesses hitlériennes. Alors évidemment, celui qui avait le sentiment français, il n'avait pas envie d'y aller, hein, parce que l'armée réclamait après des hommes. Alors donc ceux qui avaient servi dans l'armée, dans les jeunesses hitlériennes, automatiquement étaient embauchés dans la Wehrmacht. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont morts, vous en avez entendu parler. Par la suite, ils ont été mobilisés et ils ont été combattre en Russie. On a appelé ça les malgré nous. Moi, je l'ai évité parce qu'on avait le sentiment français. Alors, j'avais qu'une seule chose à faire, c'était de me sauver d'ici, me sauver de la Moselle. À l'époque-là, j'habitais un petit village, enfin un petit 6000 habitants environ, aux environs de Metz, à Ars-sur-Moselle. J'habitais là chez mes grands-parents. Et donc, à ce moment-là, j'ai dû m'enfuir d'ici. Si je ne voulais pas aller dans les jeunesses hitlériennes, il n'y avait que ça à faire, hein, mais au risque et péril de notre vie, parce qu'il fallait passer la frontière. Il y avait une frontière qui avait été établie, comme ici à Algrange. Hein, la Meurthe-et-Moselle n'était pas loin. La frontière était revenue comme en 1870. Hein, automatiquement, les Allemands avaient remis. Alors donc, quand on se sauvait d'ici, il fallait passer en douce, quoi, la frontière, quoi, hein, pas se faire attraper non plus, parce qu'autrement, à nos âges, c'était la maison de correction, ou peut-être pire. Hein. Enfin bref. Alors donc, je suis parti d'ici. J'ai été retrouvé, c'est une parente à moi qui m'a passé de l'autre côté, à Novéan-sur-Moselle. Je me suis retrouvé donc en Meurthe-et-Moselle, qui était la France à ce moment-là. La Moselle était allemande. Hein, mais la Meurthe-et-Moselle était française, comme la Meuse ou les Vosges. Alors je me suis retrouvé donc à Pagny-sur-Moselle. Ma tante m'a fait faire une fausse carte d'identité, puisqu'il fallait. Et puis en plus de ça, elle m'a donné un peu d'argent. Et puis j'ai dû donc, pour rejoindre mes parents qui étaient dans le Lot, c'était toute une expédition, c'est pas comme aujourd'hui, hein, on prend le TGV, bam bam, ça bombe, pour l'avion, ça va tout seul, mais à l'époque là, hein, c'était différent. Alors j'ai eu de gros problèmes en passant la ligne de débarcation, parce qu'il y avait une partie de la France à l'époque qui n'avait pas été envahie par les Allemands. Les Allemands l'avaient laissé, on appelait ça la France libre, la France inoccupée. Voilà. Alors jusqu'au 11 novembre 1942, cette zone était donc libre. Alors pour moi, la seule chose qu'il y avait pour être libre, c'était aller retrouver mes parents, donc, qui étaient dans le Lot. Voilà. On a combien de temps, madame? 2 heures. 2 heures, oui. Alors là, Le voyage, vous pouvez le raconter, il y a déjà des autres. Oui, alors quand je vous racontais une petite histoire, c'était vraiment des histoires de cow-boys. Hein. Alors quand je suis arrivé, j'ai pris mon train donc à Pagny-sur-Moselle, à Nancy, j'ai changé, j'ai repris un train pour Lyon. Pour Lyon qui était donc en zone inoccupée. Et quand je suis arrivé à la ligne de débarcation, on appelait ça ligne de débarcation, c'était à Chalon-sur-Saône. Là, à ce moment-là, je suis arrivé, donc, il y a des Allemands qui sont venus contrôler les wagons. Parce que normalement, préalablement, il y avait un monsieur qui devait m'attendre sur le quai pour me faire passer en douce. Parce qu'il y avait des Allemands là, qui guettaient à la ligne de débarcation. Et ce monsieur, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas trouvé. Alors et donc, j'étais un peu perdu, un peu apeuré. Hein. Vous savez, quand on a 14-15 ans, on n'est pas encore mûr, hein, on n'est pas... Alors j'étais apeuré et tout, puis en définitive, le train était là, je suis remonté dans le train. Avec ma petite valise, je suis remonté dans le train a démarré, il a fait 200 mètres environ, et là, à ce moment, le train s'est arrêté, et là, il y a des policiers allemands qui sont rentrés dans le wagon, enfin dans le train, qui contrôlaient les papiers. Alors ils m'ont demandé ma fausse carte d'identité, enfin ils ne savaient pas, la carte d'identité, j'aurais présenté donc la fausse carte, puis après ils m'ont demandé mon Ausweis. Un Ausweis, c'est un laissez-passer, qui était délivré soit par la commandanture allemande, ou soit par le gouvernement français, hein, avec des cachets. Je ne savais pas.
Alors, ils m'ont demandé de descendre du wagon avec un autre jeune homme, un peu plus âgé que moi, et on devait aller sur le quai, et là ils avaient une baraque en bois, ils contrôlaient donc les papiers pour coup de téléphone et tout, pour savoir qui on était, hein, parce qu'ils se méfiaient de tout quand même. Hein. Et pendant qu'ils étaient en train de contrôler le jeune homme, dans leur cabane bambou, la cabane en bois où il y avait le téléphone, le train à ce moment-là a sifflé, j'ai jamais su si c'était pour moi ou pour qui, un grand jet de vapeur, moi aussi sec, le train s'est mis à démarrer, moi je suis sauté sur une portière, c'était pas comme aujourd'hui que les portières sont automatiques, à l'époque-là les portières s'ouvraient de l'extérieur, je suis monté dans le train, et puis voilà, je suis passé comme ça en douce. Seulement j'ai pensé par la suite, comme je tournais le dos à la cabane, où les Allemands, les deux faits de gendarmes étaient, il y en a un, il aurait pu me tirer, hein. Ça, je n'ai pas pensé sur le coup, et bon, c'est comme ça que je me suis retrouvé donc à Lyon. De Lyon, j'ai eu des papiers, j'ai retrouvé donc mes parents dans le Lot. Voilà. Alors arrivé dans le Lot, évidemment, j'ai dû refaire un an de collège, parce que pendant un an, j'avais fait l'école allemande en Moselle. Les Allemands, on était tous Allemands, donc, hop là, de 1940 à 41, donc je suis allé oui, je suis allé à l'école allemande jusqu'en 41, voilà, jusqu'au mois de juillet 41. Et c'est là que je suis donc parti de mon village, je me suis échappé, rejoint mes parents dans le Lot. Alors j'ai fait un an dans le Lot, j'ai fait un an de collège, comme je vous ai dit, pour me refaire en français. Et de là, comme on était réfugiés dans le Midi, vous savez, dans le Lot, là-bas, on n'avait pas trop d'argent, on n'avait pas trop on était quand même, on n'était pas chez nous, quoi. Voilà, hein, nous étions des Moselans, des Lorrains, là-bas, dans le Lot. Alors j'ai dû aller travailler. Alors je suis rentré donc dans une imprimerie comme typographe. Voilà, pour mon malheur d'ailleurs. Maintenant, je vais vous expliquer après pourquoi. Alors je suis rentré dans cette imprimerie. J'ai appris le métier de typographe, ça me plaisait bien. C'est un beau métier, c'est un métier artistique, quoi. On compose, on fait des affiches, on fait des lettres, des entêtes de lettres, tout le bazar, ça me plaisait bien. Et j'ai été contacté par un chef de la résistance. Voilà. Vous avez entendu parler de la résistance, les FFI, les maquis, les maquisards, ils m'ont contacté, ben, évidemment. Ils ne m'ont pas contacté en me disant, tiens, salut copain, on a besoin de toi. Non, ils m'ont dit, écoute, il faut que tu bosses pour nous, puis après c'est tout. Vous savez, c'était tout si je n'avais pas le revolver sur le... Et là, j'avais 16 ans quand même, hein. J'avais eu le temps de... Alors, je suis rentré donc dans la résistance au mois de mai 1943, le 15 mai exactement 1943, je suis rentré dans la résistance, j'avais 16 ans. Et là, j'ai imprimé des faux papiers pour des fausses cartes d'identité, des prospectus, des cartes qui incitaient les Français à ne pas aller en Allemagne, parce qu'à l'époque-là, les Allemands et le gouvernement de Pétain réclamaient beaucoup de main-d'œuvre pour l'Allemagne, et il y en avait beaucoup des jeunes de 20 ans qui ne voulaient pas aller travailler là-bas. Alors évidemment, ils cherchaient à rentrer dans les maquis, à se cacher dans des fermes, des trucs comme ça, quoi. Alors moi, j'étais chargé justement de leur faire de faux papiers. Voilà. Combien j'en ai fait, je pourrais plus vous le dire aujourd'hui. Seulement malheureusement, dans notre réseau, il y a un traître qui s'est infiltré, comme au cinéma. Un jeune, une vingtaine d'années, il s'appelait Paul Leroy. On l'appelait Hercule parce qu'il était petit, puis chétif. Seulement ce gars-là, il était en cheville avec la Gestapo, et vous avez entendu parler de la Gestapo, c'était de la police allemande à l'époque. Et les SS, alors, ils nous a vendus. Voilà. Alors le 12 mai 1944, les Allemands sont venus chez moi, ils ont frappé à la porte, ils ont forcé la porte et tout, ils sont rentrés, ils m'ont accusé de terrorisme et tout, ils m'ont frappé, ils m'ont battu, et puis ils m'ont embarqué, menottes, comme un vulgaire assassin. Voilà. Ils m'ont bourré dans un camion, et de là ils m'ont envoyé à la prison de Montauban. Alors la prison de Montauban, là je crois que je passerai quand même sur ce détail parce que ça a été terrible. J'ai passé 3 jours à la Gestapo, on ne sait plus si on était mâle ou femelle, il n'y a pas d'autre terme. On était rouge de sang. Ils m'avaient arraché les dents, à coups de poing. Le dos est encore marqué aujourd'hui, je ne pouvais plus me mettre en maillot de bain après la guerre.
Enfin bref, on a resté 3 jours à la Gestapo. Il y a des copains qui ont été fusillés, parmi nous, ils en ont choisi 4, ça aurait pu être moins. On était environ une trentaine de suspects, de terroristes, comme ils disaient, terroristes. À 17 ans, je vois pas. Enfin bref, on était des terroristes, j'avais fait défaut. Ils le savaient très bien, puisque j'étais vendu. Alors ils savaient très bien que j'avais fait défaut, seulement ils me frappaient, ce qu'ils voulaient savoir, c'est à qui je remettais les fausses cartes d'identité, vous comprenez? C'est ça qu'ils voulaient savoir, à qui? Alors moi j'ai inventé un truc qui m'a poursuivi pendant plus d'1 an. J'avais dit, je les emmène à la gare, et là il y a un guichet qui est vide, qui a personne, et le paquet de 5 ou 6 cartes, je disais pas une centaine de cartes, donc une dizaine de cartes, je les mettais là derrière le guichet, puis je savais pas qui venait les chercher. C'était un mensonge parce que je l'ai donné à mon chef. Alors, mais enfin, il n'avait pas le droit de savoir. Alors on dit, bon, ben c'est bien, on va aller voir à la gare, et si on ne trouve pas vraiment, on arrête tous les cheminots qu'il y a là. Alors pendant 1 an, ce truc-là m'a poursuivi. Hein. J'étais quand même coupable, disons, d'avoir vendu les cheminots de la gare de Figeac, quoi. Alors voilà, là on s'est retrouvés dans une cour, les 30, je ne sais pas si je vous l'ai dit, non, une trentaine de bonhommes suspects. Alors, c'est là qu'ils ont sorti, ils sont venus à Gestapo, 3, 12, 4, hein, donc un copain à moi, Fontange, Henri Fontange, ils les ont sortis, ils les ont alignés contre un petit mur et ils les ont fusillés devant nous. Alors évidemment, la trentaine que nous étions, il y a eu un moment de révolte, hein, de voir ça, c'était de l'assassinat, assassiner des gens sans jugement, sans rien du tout. Mais les SS, vous savez, l'armée allemande, il ne faisait pas de pli. On dit l'armée nazie, mais pour moi c'était des boches, alors je voulais faire. Hein. Bon bref, alors ces gars-là ont été fusillés, quoi. Et là, il y a un gars de la Gestapo qui est venu, c'est là qu'il nous a dit, écoutez, voilà, maintenant on va vous laisser passer une nuit de réflexion, et demain, on va tous vous interroger. Et si vous ne répondez pas à nos questions, ou à ce que nous savons, et bien à ce moment-là, voilà l'exemple, on vous fusillera. Alors vous parlez que, hein, vous passiez une nuit atroce, surtout ceux qui étaient mariés, qui avaient des enfants, c'était des pleurs, des gémissements. Il y en a un qui s'est suicidé, il s'est ouvert, il a trouvé un bout de verre qui traînait dans la cellule, il s'est ouvert les veines du poignet. C'était affreux. Bon, alors, on a été interrogés, comme je vous ai dit tout à l'heure, pendant 3 jours. Ça a été dur, hein. Et un matin, les SS sont venus, ils ont ouvert les cellules, avant toute la nuit, évidemment. Tous les matins, vers 6 heures, ils fusillaient des gars, ils en fusillaient une dizaine, presque tous les matins. Hein, comme nous, des suspects. Alors nous, on tendait le dos, on s'est dit à un moment donné. Et d'ailleurs, il y a la peur au ventre, hein. Vous savez, dans les cas comme ça, vous ne crânez pas. Hein. Et un matin, ils sont venus, ils nous ont ouvert donc les cellules. Et on est retourné dans cette cour-là, qui était une cour vraiment, la cour des miracles, quoi. Et il y avait un robinet qui coulait, ils nous ont dit, voilà, vous allez vous débarbouiller. Nous, c'était pas débarbouiller qu'on avait, c'était soif qu'on avait. Ça faisait 3 jours qu'on ne buvait pas. Vous savez, c'est dur la soif, hein. En 3 jours, alors moi j'ai bu, hein. Quand on se regardait les uns les autres, on était tous maquillés, plein de sang, enfin bref. Ça, c'était la Gestapo. Ah, vous croyez qu'on peut leur pardonner quand on vous a fait ça? Hein? Non. Enfin bref, et une fois qu'on était débarbouillés, et puis qu'on avait bu, enfin pas tous, mais enfin, allez, on nous a arrangés. On nous a remis en rang par 5, et là, ils nous ont emmenés à la gare de Montauban, chargés dans des wagons, on ne savait pas où c'est qu'on allait, toujours enchaînés, évidemment, et gardés, vous savez, par des SS. C'était des butoirs, des brutes. C'était des gens qui avaient été faits par le diable. Alors, ils nous ont embarqués dans des wagons, et là, on s'est retrouvés à Compiègne. Compiègne, c'était un camp de transit pour l'Allemagne. C'est-à-dire, à partir de ce camp, ils envoyaient soit à Dachau, vous avez peut-être entendu parler des camps de concentration, non? Soit à Dachau, soit à Mauthausen, enfin, dans des camps de concentration en Allemagne. Alors voilà, alors nous, le matin du 4 juin, 2 jours avant le débarquement, le 4 juin 1944, j'avais 17 ans donc à l'époque, on a été embarqués dans des wagons. On a été mis à 140 par wagon. 140.
serrés comme des sardines. Si on était comme ça, on ne pouvait pas faire un geste, rien à faire. 140 par wagon, une chaleur à crever, une chaleur, rien à boire, rien. On a voyagé comme ça pendant 3 jours. Il y a des gars qui sont devenus fous, il y en a qui se sont mutilés, il y en a qui se sont assommés, il y en a qui se sont battus. On a eu une 30aine de morts dans le wagon, c'était affreux. Ils nous laissaient sur des voies de garage pendant des heures et des heures, avec un soleil ardent, un truc. On était moitié déshabillés, j'avais plus de chemise, j'avais plus de chaussures, j'avais plus que le pantalon. Les gars se battaient, enfin. Alors on a resté comme ça à voyager donc du 4 juin 1944 au 7 juin, 3 jours. Et là on est arrivé dans un camp de concentration, c'est-à-dire on est arrivé à Hambourg-Neuengamme. Alors là, c'est là que ça a commencé. On en avait déjà bavé les ronds de chapeau. Mais alors là, attention, c'était la suite. Hein. Alors quand ils ont ouvert les portes des wagons et tout, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça a pu être. C'était des coups de matraque, des chiens qui mordaient, ils tuaient les hommes, les hommes étaient fous, ils ne savaient plus où aller, ils tournaient en rond, il y en avait qui couraient, ils voulaient rentrer chez eux. Vous savez, c'était vraiment la débandade. Les types crevaient de soif, et il n'y avait plus à Hambourg. Alors il y avait des flaques d'eau sur le quai. Les flaques d'eau étaient pleines de sang, des gars qui avaient été mutilés. Les hommes se jetaient dans les flaques d'eau, ils buvaient l'eau, le sang et tout avec, et ils se faisaient matraquer encore par-dessus le marché. Voilà, ça c'était notre arrivée en Hambourg-Neuengamme. Disons le premier contact avec un camp de concentration. Alors je passerai sur beaucoup de choses parce que je ne peux pas vous l'expliquer. Alors on nous a emmenés dans les douches, évidemment, les soins ça n'existait pas là-dedans. Hein. Les types qui étaient matraqués, qui avaient des plaies comme moi dans le dos et tout, je n'ai pas de sérieux Gestapo, ils s'en fichaient, hein. Une pommade là-dessus pour désinfecter, ça brûlait, enfin tous les trucs qui ne tiennent pas debout, quoi. C'était pour faire souffrir les gens, voilà. Et là, bon, le lendemain, on nous a amenés sur une grande place, il y avait environ 10 000 détenus qui étaient là, 10 000 déportés. Alors évidemment, on nous a donné une tenue rayée, mais je vais déporter, tenue rayée bleu et blanc, avec un numéro ici et un numéro sur la culotte. Voilà, puis des claquettes. Vous savez, c'était une semelle de bois avec une bande de tissu. Avec ça, pour marcher avec ça, il ne fallait pas un artiste, hein, moi je vous le dis. Eh ben, les SS, à force de coups de trick, ils arrivaient à nous faire courir même avec ça. Alors évidemment, les pieds, hein, alors ils nous ont trouvé des travaux les plus terribles qui puissent exister. Où j'ai vraiment... j'ai vu ce que c'était que l'être humain, c'était au canal. C'est-à-dire au canal, on était dans une péniche, avec une planche, qui rejoignait la péniche du bord, et avec 50 kilos de sacs de ciment sur le dos, il fallait passer cette passerelle. Alors au début, c'était bien, hein, enfin c'était bien, au début ça allait, disons, avec des galoches, hein, parce que, vous savez, la planche, quand on court, alors il fallait vraiment prendre un rythme comme une danseuse pour pouvoir, vous savez, passer. Oui, mais avec un sac, 2 sacs, 3 sacs, ça va, mais quand toute la journée, depuis le matin, 6 heures jusqu'à 6 heures le soir, vous faites ce boulot-là, à un moment donné, vous lâchez, hein. Alors les gars tombaient souvent dans l'eau avec le sac. Moi j'ai eu de la veine, ça a passé, mais il y avait des gars qui étaient plus âgés que moi, qui ont parti avec le sac dans l'eau, et là ils se faisaient mitrailler, on les tuait. Voilà. C'était du sabotage, parce qu'ils avaient... C'était pas pour eux, c'était parce qu'ils avaient noyé un sac de ciment dans la flotte du canal. Alors on tuait un type pour un sac de ciment. Vous vous rendez compte? Il l'a tué. Alors voilà, on a travaillé là-dedans, on a travaillé après, enfin ils nous ont fait bosser pendant 1 mois, comme ça, tous des travaux. On avait une carrière après j'étais à une carrière de glaise pour faire des briques. Il y avait une usine qui fabriquait des briques et des tuiles. La glaise, il fallait taper dans la glaise à pleine main. Il n'y avait pas de pelle, il n'y avait pas de pic, pleine main. Il fallait sortir la glaise et puis on avait un moule, vous savez, en ferraille. Il fallait à peu près la dose pour faire la brique. Mais tout à la main. Alors à un moment donné, il n'y avait plus d'ongles, hein, à force de... Bon, alors quand ils voyaient que vous aviez plus d'ongles, allez, ils vous envoyaient aux tuiles. Alors aux tuiles, on était séparés environ d'1,50 m l'un de l'autre, et 2 tuiles par 2 tuiles. Toute la journée, vous savez, toute la journée, de 6 h du matin jusqu'à 6 h le soir, sans arrêt. Alors évidemment, on arrivait des fois à un rythme
un peu éperdu, on n'arrivait plus à suivre, alors les tuiles, quelquefois on laissait tomber d'eux. Alors le soir, quand le boulot était fini, là il comptait les tuiles qui avaient été cassées, et suivant le nombre de tuiles qui avaient été cassées, autant de coups de schlag. Ils appelaient ça la schlag, la goumie. C'était un câble électrique, c'est avec du caoutchouc autour. 50 coups comme ça sur le dos, vous étiez mort. Pas de problème, hein. Enfin, je passe sur tout ce qui était affreux, je ne peux pas vous dire. On était à peine arrivé à Neuengamme, il y avait 3 Russes, ils les ont pris, ils les ont pendus, soi-disant que les gars avaient voulu s'évader, qu'ils avaient voulu... Ça, c'était une excuse. Alors, ils nous avaient dit, écoutez, voilà, le chef du camp de truc, c'était un Allemand, on ne comprenait même pas ce qu'il radotait. Et il nous a dit, voilà, par interprète, voilà ce qui va se passer. Si vous essayez de vous évader, si vous refusez le travail qu'on vous donne, si vous faites la forte tête ou quoi que ce soit, voilà ce qui vous arrivera, on vous pendra. Et en musique, hein, ils pendaient en musique, pom-pom. Ah, il fallait le faire, hein. Là il fallait vraiment être vicieux. Voilà. Et j'ai eu la chance, si on veut, un jour, c'était donc le matin c'était à la fin du mois de juin, il nous a rassemblés sur la place d'appel. Et une petite voix, je ne sais pas qui c'était, ça a été un jeune ou peut-être un ange, je ne sais pas, j'ai entendu une petite voix, et j'étais pas le seul. Il nous a dit, écoutez, on va vous interroger, on va vous demander, dites que vous avez une profession, même si vous n'en avez pas, n'importe quoi. Mais ne dites pas que vous êtes agriculteur ou étudiant, hein. Ça, il ne faut pas le dire, parce qu'ils n'en veulent pas. Là, vous passez au crématoire, hein. Alors, quand on est passé devant la commission, une commission, on prend un coup de truc, enfin toujours pareil, quoi. Moi, j'ai dit que j'étais typographe, bon, alors, à gauche. Il dit que toi, qu'est-ce que tu es, agriculteur, à droite. Alors, tous ceux qui avaient une profession, on nous a choisis. Pourquoi? On n'en savait rien, on ne sait jamais rien dans les camps. Et de là, le matin, donc, c'était la fin du mois de juin. Enfin, on est arrivé le 1er juin, je crois que c'était le 1er juin à Sachsenhausen. Là, j'ai changé de camp. Je suis arrivé à Sachsenhausen. Dans ce camp-là, enfin, je ne vous parle pas du voyage. On a eu des coups de trick, c'était toujours pareil, les chiens qui mordaient, enfin, bref. On est arrivé à Sachsenhausen, donc, le 1er juin 1944. C'était près de Berlin. Et ils avaient besoin, c'est pour ça qu'ils demandaient des professionnels, c'était pour, justement... pour une usine qu'ils avaient montée, là. Ils fabriquaient des chars, des tigres, et puis en plus, ils fabriquaient des obuses aussi. Voilà, alors on a été choisis, on a eu encore une fois des habits zébrés, puis un nouveau numéro, et là on a été donc dans un commando où on fabriquait des chars et des obus. Voilà. Alors là-dedans, ils fabriquaient toutes sortes d'armements, quoi. Mais on était risqué aussi parce qu'il y avait les Alliés qui venaient bombarder. Alors on risquait encore sa peau avec les Alliés, c'est vrai. Hein, voilà. Et puis, de fil en aiguille, alors quand j'étais arrêté, je pesais 68 kilos. Quand j'ai été libéré, j'en pesais 34 pour 1m78 environ. Vous voyez que alors, si vous voulez maigrir, vous faites comme ça. Voilà. Voilà, on a été libérés par les Russes, mais quand nous avons été libérés le 26 avril 1945, c'était pas la foire, hein. On a été libérés en plein combat. Les Russes, c'était la bataille de Spandau, c'était la dernière bataille. Alors nous, on s'est retrouvés, on était 12 copains, on avait rescapés, parce que des morts, il y en a eu, hein. On veut en voilà. Et là, les Russes nous ont dit, écoutez, il y a 2 chars, les officiers russes, il y a 2 chars, et une patrouille de 12 bonhommes qui vont aller vers l'arrière. Alors ce que vous faites, vous les suivez, on vous ravitaillera, vous aurez à manger et tout, et ils vous ramèneront vers l'arrière, hein, vers l'arrière, on ne va pas ramener vers l'arrière, on a tourné en rond, je ne sais combien de temps, pendant 8-10 jours, en risquant notre vie, on se faisait tirer encore par des SS, on a dû changer de vêtements parce que bleu et blanc, de loin, ça se voyait, alors voilà, quoi. Alors c'est comme ça qu'on en a échappé, quoi. Alors après, j'avais été blessé au pied, je me suis retrouvé dans un hôpital de fortune où ils coupaient des jambes, ils coupaient enfin de tout, quoi, sauf les têtes. Enfin, ils coupaient partout, hein. C'était des trucs de campagne où ça avait canardé, hein.
C'était une grosse bataille. La bataille de Spandau, la bataille de Berlin, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré, je suis parti le 1er juin de Hennigsdorf, près de Berlin. C'était un truc que les Russes nous avaient rassemblés dans un, comment dirais-je, dans un camp, mais enfin qui n'était plus un camp de concentration, puisqu'on était libre. Et là, le 1er juin, nous sommes partis de là-bas, et je suis arrivé le 8 juin 1945 chez mes parents. Voilà. Maintenant, le gars qui nous avait vendu, Paul Leroy, au mois d'août, ils l'ont retrouvé. Il se cachait du côté de Limoges, par là. Et lui, bon, ben, il a des fusils. Voilà. Vous voyez que la guerre n'était encore pas finie au mois de mai. On fusillait encore des hommes. Enfin, lui, il le méritait, parce qu'à cause de lui, il y en a beaucoup qui ne sont plus revenus. Alors, dans le pays, dans le département du Lot, nous avons été arrêtés environ à 200 personnes. Hommes et femmes, hein. 200 personnes. Nous sommes rentrés à 20. Allez. Alors, vous voyez la perte, hein, à 20. Nous ne sommes plus qu'à 2 maintenant. Il y a moi qui suis à peu près, et j'ai mon copain maintenant, il est à Alzheimer. Il a perdu les pédales. Il me téléphone maintenant, je ne comprends plus ce qu'il dit. Voilà. Voilà. Alors j'ai 83 ans maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai plus toutes mes dents. Hein. Voilà. Vous avez des questions à poser? Profitez-en tant que je suis encore vivant. Hein. Il y a pour une heure après, de toute façon. Oui. J'aimerais bien savoir s'il y a... Le matin, vous aviez un genre de jus de... C'était des feuilles d'aubépine, vous savez, en tisane. Des fois c'était froid, des fois c'était chaud. Quand c'était chaud, ben, ça allait encore, ça vous réchauffait un peu le ventre. Parce que vous savez, quand il fait un temps comme ça, l'hiver, à Berlin, ça souffle, hein. Il y avait des moins 20 tranquillement, c'est de la plaine là-bas, c'est du sable. Et la tenue qu'on avait, c'était des claquettes, hein. Vous savez? Et il est interdit de mettre du papier ou quoi que ce soit. Hein. Il y en avait qui s'étaient mis du papier sur la poitrine pour avoir chaud. S'ils étaient pris avec du papier, c'était sabotage. Parce que c'était du papier de sac de ciment. Alors, ils se mettaient ça, mais il y avait des fouilles. Hein. Les capots, justement, venaient fouiller pour voir si on était des trucs. Alors, on avait une tenue, donc, bleu et blanc. C'était un genre de coton, c'était moins épais que ça. Et une chemise, c'est tout. Il n'y a pas de slip, il n'y avait rien du tout. Et des culottes. Alors, avec le vent, le moins 20, vous savez, vous avez les culottes qui flottent, hein. Et puis comme on n'était pas gras, alors évidemment on souffrait du froid, et les matins il y avait toujours 5 ou 6 bonhommes qui tombaient, d'inhalation, de froid, de tout ce que vous voulez. Voilà. Ouais, ça, alors la bouffe, alors après on avait, bon, sur le coup de midi, on avait une soupe de trognon de chou. Vous savez, même le trognon, il était coupé en plusieurs morceaux, il fallait trouver les morceaux. Hein. Et pas de graisse, il n'y avait rien dedans. Ça, c'était à midi. Le soir, on avait 150 grammes de pain noir. Il était noir comme votre truc. Vous savez, alors, puis il était lourd comme pain. Alors, on avait quelquefois un petit bout de margarine. Et puis quelquefois, à midi, on avait la soupe de rutabaga. C'était la meilleure. Il y avait autant d'asticots dans la soupe qu'il y avait de rutabaga. On en rigole aujourd'hui. Et vous voyez, à table, avec une soupe avec des asticots, ça voudrait? Alors, ben non plus, on ne voudrait plus. Et ben au début, on les triait, hein, et après, après, à force de les trier, on les mangeait. Voilà, c'est tout. Ça contenait de la protéine. Allez hop. Vous savez, quand on est jeune et qu'on a faim, hein, oh, c'était dégueulasse. Hein. C'était ça les camps de concentration. Alors maintenant, sans compter les coups, ça n'arrêtait pas. Et alors après, il y avait une autre plaie aussi. C'était les alertes, parce que les Américains venaient beaucoup bombarder Berlin. Qu'est-ce qu'ils leur ont mis comme shrapnel là-bas, hein. Alors ça y est, alors des fois les alertes duraient, je sais pas, des fois il y avait 2 alertes dans la nuit. Seulement, pour nous qui étions fatigués, qui avions froid et tout, alors quand il y avait une alerte, il fallait qu'on sorte des chambres, des pioles, quoi, puis aller se cacher dans un abri. L'abri, c'était fait de sable. Il fallait tenir, vous savez, les dalles qu'il y avait dessus quand les bombes tombaient. Il y avait le sable qui giblait de partout. Vous savez, il faut voir quand il y a un bombardement. Hein. Alors on risquait encore notre vie avec des bombardements. Et il y en a qui ont été tués par des bombes perdues. De nuit, vous savez, les avions passent, ils ne voyaient pas en dessous. De jour, oui. Là, ils voyaient le camp. Mais de nuit, ils ne le voyaient pas. Puis les Américains, ils ne discutaient pas. Hop, boum, fini. Voilà. Alors on
ici encore d'autres villes, ils ont voir avec des bombardements alliés, quoi. Évidemment, on était contents quand on voyait ces avions là, venir bombarder les Boches. Hein? Ah, oui, mais attends, on souffrait. Hein? C'est vrai. T'en penses? C'est comme ça. Pas de questions? Non? Juste. Ouais. Monsieur, et vous avez moins combien de fois de l'eau toilette par jour? Combien de fois qu'on pouvait aller aux toilettes? Eh bien, je vais vous dire une chose, je vais être franc avec vous. Moi, j'y allais une fois tous les mardis. Et puis, vous savez, c'était comme des lapins. Ça faisait tomber, et puis c'était fini. Avec ce qu'on mangeait, on ne pouvait pas avoir, disons, avoir une corpulence comme on a une aujourd'hui. Voilà. Pour faire pipi, ça montait, on pissait n'importe où. Hein. Voilà. Après, on a eu des... Puis les toilettes, vous savez, il fallait les laver. Hein. On appelait ça plutôt les chocs, moi. Ouais, ben, c'était comme ça, la vie de camp de concentration. Évidemment, on était rasés, on n'avait plus de poils, on était comme ça. Moi, ils n'ont pas envie de repousser. Hein. Si, ils ont poussé. Hein. Seulement depuis, ils sont sauvés. Voilà. Question, jeune homme? Ouais, allez hop. J'aimerais bien savoir les conditions dans lesquelles vous dormez. Ben voilà, écoutez, on dormait à 3 par lit, c'était des chalits. Oui, alors ça aussi, je vous parle de ça. Les chalits, c'était des lits pour un bonhomme, 3, vous savez, des planches, hein, il y en avait 3, superposées. Les paillasses, c'était la toile, c'était de la ficelle de papier tressée, et à l'intérieur de la paillasse, il y avait de la sciure, même pas de la paille, à cause des poux, à cause de... Alors, et on avait droit à une couverture. La couverture, c'était une couverture pleine de trous, une couverture qui était pleine d'excréments, pleine de sang, quelquefois pleine de n'importe quoi. Voilà, c'était ça la couverture. Alors évidemment, la piole n'était pas chauffée, il faisait très froid. Et moi, en quelques semaines, j'avais attrapé des croûtes là sur le côté, comme nous étions maigres, hein, à force de frotter justement sur cette paillasse là. On couchait à 3 par lit, alors on couchait 2 comme ça, et un travers. Alors on ne dormait pas les nuits, on était toujours... à un moment donné, vous aviez le nez et l'orteil de l'autre dans les narines, vous aviez... Enfin, vous voyez le travail, quoi. C'était marrant, mais enfin, c'est pas marrant quand on est fatigué, qu'on a envie de dormir. Hein. Voilà, puis nous étions maigres. Hein. Alors, voilà. Un matin, je me suis réveillé, j'avais un copain à côté de moi, on était à l'usine. Le matin, il était devenu blanc comme la table. Il était mort durant la nuit. Il s'en était même pas rendu compte. Mort de froid, mort d'inhalation. Voilà. On mourait, pour un rien, on mourait. On est con. Pour un rien. On a été, à Sachsenhausen, nous avons été 8500 Français. Français, alors, hein, numérotés, immatriculés à Sachsenhausen. Nous en sommes ressortis à 2000. L'année suivante, il n'y avait plus que 1000 hommes. Vous voyez, les hommes en rentrant chez eux, ils se nourrissaient, ils abusaient, il ne fallait pas faire ça. Moi j'ai eu une veine, c'est-à-dire que quand je rêvais de manger un poulet par exemple, ben, quand j'allais manger, vous savez, un tout petit bout, ben, j'étais déjà rassasié. C'était bien pour moi. Alors qu'il y en avait, ils ont forcé, puis voilà. Et ils sont morts justement parce que d'abus. Il y en a aussi, ben, ça vous êtes grand, on peut vous le raconter, il y a beaucoup d'hommes qui sont rentrés chez eux, des hommes mariés, qui avaient des enfants et tout, ils ne s'entendaient plus avec leurs femmes, parce que ces gars-là, c'était devenu des zombies, c'était plus des hommes à la hauteur pour faire ce que vous pensez, vous comprenez? Alors ça aussi, ça créait comment dirais-je, des coupures dans les ménages. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Moi j'ai eu de la veine quand je suis rentré, j'étais jeune, j'avais de la volonté. D'ailleurs, j'étais typographe de métier, j'ai dû changer de métier, parce que la typographie, on travaille beaucoup dans le plomb à l'époque, aujourd'hui plus. Le mécanisme a changé. Et on travaillait beaucoup dans le plomb, et le plomb, moi, comme j'avais le sang appauvri, m'est devenu néfaste. C'est-à-dire, je faisais une maladie qui vient de... Je faisais du saturnisme. Voilà, je devenais gris, j'attrapais des taches grises, par-ci, par-là, un peu partout. Quoi. Alors j'ai dû arrêter le métier. Alors donc, j'avais déjà plus de métier. Il fallait que j'arrête.
Puis le gouvernement à l'époque là, la France, ils avaient assez de boulot à reconstruire des ponts, à faire ci, à faire ça, que de s'occuper de gaillards comme nous. Hein. Retourner à l'école, j'avais l'esprit vide, j'avais 18 ans, tiré dans le crâne. Alors j'ai essayé d'apprendre le dessin, j'ai appris un peu la sculpture, ça m'a servi par la suite, vous avez vu, je fais des meubles, j'ai fait pas mal de bricoles, je sais dessiner. Et puis j'ai appris le métier de mon père, je suis devenu horloger et bijoutier. Quoi. Voilà. J'ai appris d'abord l'horlogerie et par la suite j'avais que ça à faire, hein, et la bijouterie. Alors vous voyez que ça a brisé aussi, je ne parle pas uniquement pour moi, mais il y en a beaucoup de copains, de camarades à moi qui se sont retrouvés dans le même cas, qui ne pouvaient plus faire leur travail, plus rien, ils étaient obligés de changer. À l'époque, un gars qui était bûcheron, par exemple, quand il rentrait des camps de concentration, vous savez, la musculature, il n'y en avait plus, hein. On avait des bras qui étaient comme pas comme le petit doigt, comme le pouce, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il fallait se refaire, il fallait faire du sport, il fallait savoir se conditionner, pas fumer, pas boire, enfin boire un petit peu, mais pas trop. Vous voyez, il fallait quand même manger, bon, il ne fallait pas abuser non plus. Il faut se soigner. Voilà. Ouais. C'est dur, dur. Je le dis. D'autres questions? Non? Oui. Est-ce que vous avez de la famille qui est avec vous dans les camps? Ah non, j'avais pas de famille avec moi. Heureusement. Heureusement. Parce que j'ai connu un monsieur qui avait son fils avec lui. Ah, vous savez. Alors, ces gens, le père était malheureux comme tout. Hein. Alors, il se combinait toujours, et nous on le savait. Alors on se combinait de manière à ce que le fils soit toujours près du père. Oui, mais ça n'allait pas tout le temps. Hein. Ah, ils s'en sont revenus tous les deux. Enfin, le père, lui, il est mort maintenant. Ah, non, les deux sont morts maintenant. C'était les Merciers. Les deux sont morts. Vous savez, celui qui a passé par les camps de concentration, il a une vie, vous savez, relative. Hein. C'était un certain âge et puis pas fini. Celui qui arrive déjà à mon âge, moi je suis heureux d'être arrivé à cet âge-là. Heureux. D'ailleurs, je m'en reviens pas moi-même. C'est même étonnant. Voilà. Oui, non, j'ai pas eu de famille, moi, dans les camps, heureusement. Oui, je n'en. Monsieur, vous avez encore des amis que vous avez vus dans les camps de concentration? Oui, j'en ai encore un seulement maintenant. Enfin deux, c'est-à-dire, il y en a un, comme je vous l'ai dit, il est devenu Alzheimer, et j'ai un autre qui est parisien, c'est le seul rescapé parisien. Avant, on était une bonne petite équipe, quand même, de rescapés. Mais de mon âge, moi, j'étais le plus jeune. J'étais le plus jeune. Tous les gars avaient 20 ans passés. Hein. Moi, à l'époque-là, comme je vous l'ai dit, j'avais 17 ans quand j'ai été arrêté. Ouais. J'étais déjà grand comme maintenant, quoi. Voilà. Oui, enfin, il y en a qui vivent encore, hein, ils ne sont pas tous morts. Mais de mon proche entourage, on n'est plus qu'à deux, enfin à trois, quoi, puis c'est avec moi. Voilà. Avant, on était une bonne douzaine, alors on se voyait 2 fois ou 3 fois dans l'année. Vous savez, parmi les déportés, il y a une fraternité qu'on ne trouve pas ailleurs. On ne la trouve pas, celle-là. On ne la trouve pas. Tous pour un pour tous, comme les mousquetaires. Alors, pas envie de faire la guerre, non. Hein. Moi non plus, je voudrais plus la refaire. Voilà. Fini? Plus de questions, mademoiselle? Non plus. Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Je voulais le savoir encore. Ouais. Vous avez quand même duré 2 heures, donc c'est pas si... Oui. À quel âge vous êtes sorti du camp de concentration? J'avais 18 ans. C'est-à-dire, j'ai passé mes 18 ans au camp, puisque je suis du mois de mars. Hein. Alors, mars 1945, j'étais donc encore en prison, enfin, en camp de concentration. Et j'ai été libéré donc le 26 avril 1945, j'avais 18 et quelques mois, quoi. 18 ans. Voilà. J'étais un des plus jeunes. D'ailleurs, il y en avait 3 plus jeunes que moi. Enfin, 3 plus jeunes, non, 3 de mon âge. Eux, ils sont morts déjà, il y a longtemps. C'est-à-dire les jeunes mouraient facilement et les plus vieux mouraient facilement. Ceux qui tenaient mieux le choc dans les camps, c'est ceux qui avaient 25 ans, 24, 25, 26 ans. Mais ceux qui allaient au-delà de 30 ans, voilà, c'était difficile. Et puis, mon Dieu,
non seulement il y avait les restrictions, c'est-à-dire la faim, il y avait quand même la peur, il y avait quand même les coups de matraque, il y avait la faim, il y avait les maladies, il y avait les blessures, il y avait beaucoup de choses qui comptaient. Alors là aussi, il fallait faire attention. Moi, j'ai été blessé au pied. J'avais reçu un bidon d'essence, enfin un vide, heureusement, de 300 litres. Mais n'empêche que les orteils, ils sont fait la paire. Et ben, je marchais comme un canard. Avec un temps comme ça, vous pouvez y aller. J'étais soigné par la neige, moi. Alors vous avez froid non seulement aux pieds, les pieds vous font mal, puis en plus de ça, vous avez le froid qui vous monte. Alors vous avez froid jusqu'au cou. La neige, terrible, Et puis on n'est pas nourri, alors automatiquement on est plus fragile que n'importe quoi. C'est pour ça, faites attention à vous. La liberté, c'est quelque chose de précieux. L'égalité, la fraternité, je ne crois pas trop, mais la liberté, oui. Vous savez, quand on est prisonnier, on est foutu. Et puis il y avait beaucoup de gars qui ne résistaient pas, ils se jetaient dans les barbelés étaient électrifiés, n'est-ce pas? Il y avait 500 volts là-dedans, les gars, ils en avaient marre. Ils voyaient rouge, et puis à un moment donné, ils se jetaient dans les barbelés. Alors avant d'atteindre les barbelés, ben, il y avait les mitrailleuses du Mirador qui les nettoyaient, quoi. Enfin, ceux qui arrivaient à passer, ben, ils s'électrocutaient, quoi. Voilà, c'était ça l'ambiance des camps de concentration. Maintenant, en dehors de ça, il y avait les chiens aussi. Pour les chiens, c'était des plaies, ça. Il y avait les Doberman, les bergers allemands. Il y avait un roquet même, il fallait voir. Ils étaient dressés pour viser les mollets. Alors nous qui étions maigres, très maigres, les chiens arrivaient, ils vous chopaient le mollet ils foutaient le camp. Vous aviez plus que l'os qui restait, alors là, ben, évidemment, quelques jours, puis vous étiez mort. Alors évidemment, c'était la chambre à gaz, et après, c'était les crématoires. Voilà. C'est les camps de la mort, comme on appelait. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Et à la sortie du camp de concentration, vous avez fait quoi? Vous avez travaillé à l'horlogerie de votre mère? Ben non, comme je vous ai dit, oui, je ne pouvais plus faire, je suis retourné parce que mon patron m'aimait bien, mon patron typographe, imprimerie, il avait besoin de moi, il y avait des affiches à faire, il y avait ci, il y avait ça. J'ai recommencé, disons voir, allègrement, quoi. J'étais content de refaire ce métier, comme je vous l'ai dit, je ne pouvais plus le faire, puisque je suis devenu riche, je devenais malade, le sang s'appauvrissait, j'étais faible à l'époque, je sautais d'une chaise à l'autre, enfin. Voilà, alors j'ai donc dû apprendre l'horlogerie par la suite, et après la bijouterie de manière, parce que les deux se complètent, c'est un peu comme boucher charcutier, N'en pensez-vous? On peut, Non, laissez bien, pas facile. Allez, jeune homme. Vous dites quoi les corps? Les corps dans votre itinéraire? Quand il y avait des morts, ils faisaient les corps. Ben, il les brûlait, Il passait au crématoire. C'est-à-dire, des morts, il y en avait, je sais pas, moi, une dizaine par jour, à peu près, dans le commando, là où j'étais. Alors, ils étaient soit matraqués, ou soit qui mouraient d'eux-mêmes, quoi, crise cardiaque, ou n'importe quoi, ou se jetaient dans les barbelés, comme je vous ai expliqué. À ce moment-là, il les passait au crématoire, il les déshabillait, il leur foutait un numéro au goudron sur la poitrine, leur numéro. Moi, c'était 84 571. J'aurais eu ça sur la poitrine, j'étais foutu à poil, et puis pour crématoire, puis la question était réglée, quoi. Je finissais en sac d'engrais. Voilà. Alors, ils ne discutaient pas. Un type qui avait, par exemple, des tatouages, il pouvait se cacher, moi je vous le dis. Il le matraquait, il le tuait, puis il lui découpait la peau pour en faire un abat-jour ou n'importe quoi. Et c'est vrai, ça. C'est vrai. Je n'ose pas vous dire le reste. Comme ça. C'était une époque, le nazisme, c'était une bête immonde, vous savez. Ils étaient là pour... ils voulaient faire l'Europe à leur manière, en tuant les gens. Ouais, avec tout ce que vous avez vécu, vous voulez pardonner les Allemands maintenant? Non, j'ai pas pardonné. Non. Cependant, je vais vous dire une chose, j'ai pas de haine. La haine, ça ne se cultive pas. Les Allemands, moi personnellement, je ne leur pardonne pas, je les aime plus. Ils m'ont fait tellement de mal que... Mais je vais vous dire une chose, mais les jeunes qui viennent aujourd'hui, les jeunes Allemands, ils ne sont pas responsables. Vous prenez un jeune homme de votre âge, je ne peux pas lui dire, t'es un nazi, tu vois rien.
Mais moi, personnellement, les Allemands, je les aime plus. J'ai pas... Oui, mademoiselle. Est-ce que vous avez déjà raconté cette histoire à un vieux allemand? Une personne âgée allemande? Allemande? Oui. Non. Vous avez... Ah non, moi les Allemands, je les fréquente pas. Hein. Moi, quand il y a un Allemand dans le tas, j'étais en vacances quelquefois où il y avait des Allemands, je parle un petit peu l'allemand quand même, je me débrouille. Je les fréquente pas. Pour moi, ils sont devenus... Je les ignore, c'est tout. Maintenant, un jeune, comme je l'ai expliqué au jeune homme, les jeunes qui viennent d'aujourd'hui, pourquoi leur en vouloir? Ils ne sont pas responsables. Hein, c'est pas l'histoire de La Fontaine, comment le loup et la brebis, je ne m'en rappelle plus, tellement qu'il est l'école il y a tellement longtemps. Je ne me rappelle plus les fables de La Fontaine. Cette question est très intelligente. Comment? Cette question est très intelligente. Oui. Voilà. Il y avait quelqu'un qui les doigts en Je m'en voulais. Comment? Je vais vous dire une chose, je m'en voulais quand je suis rentré des camps, que j'ai repris, disons voir, un peu la vie civile, parce qu'au début, je ne parlais pas comme je parle aujourd'hui, hein. Pas du tout. Je me suis tu, d'ailleurs, les trois quarts des déportés, la plupart, n'ont rien dit, n'ont pas parlé. Parce que si on avait parlé à l'époque, parce que là, je vous ai parlé maintenant, je ne vous dis pas tout, parce qu'il y a des choses affreuses, hein. J'ai vu des choses affreuses. Je ne peux pas vous les expliquer, ça s'explique même pas. Vous savez, c'est un mauvais film, un film d'enfer. Ben, je ne pouvais pas parler. Mon père voulait toujours savoir, explique-moi voir comment que c'était. Je dis non, c'est pas la peine, tu vas me faire pleurer, et puis si je te raconte, tu ne me croiras pas. C'était tellement ignoble, tellement... on ne pouvait pas le raconter. Et il y a quand on a commencé à faire le musée de Thionville, le musée de la résistance de déportation, c'est en 1982-84, par là, il y a des jeunes militaires qui sont venus visiter le musée, le président, mon copain et moi, qui était président du musée, il m'a dit, alors, raconte-leur quand même un petit peu. Alors c'est comme ça que j'ai commencé, mais au début j'avais du mal. J'avais un autre copain qui lui avait fait d'achot, lui quand il venait raconter, il pleurait, il ne pouvait plus, il pleurait à chaudes larmes, il ne pouvait pas raconter. Alors, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se... Hein? Voilà. C'était tellement dur qu'on ne peut pas s'imaginer, on ne peut pas. C'est pour ça que je passe sur beaucoup de choses. Ouais. Même votre femme, elle l'a su très tard. Même ma femme, elle ne le savait pas quand je suis marié. Je le cachais, j'avais honte. J'avais honte de le dire. D'ailleurs, elle vous l'a dit. Oui. Je n'avais pas dit à ma femme, attends, je le sais évidemment, mais au début, quand je l'ai connu, qu'on sortait ensemble et tout, je ne savais pas que j'avais été déporté. Je le cachais. C'était comme une maladie honteuse, je le cachais. Et qu'après, un jour, c'est un voisin dans le quartier qui a été déporté aussi, enfin, le pauvre monsieur était beaucoup plus âgé que moi. Un jour, je l'ai vu à une association, on a discuté, et c'est lui qui l'a dit à ma femme. Autrement, moi, je n'aurais pas dit. Je n'aurais jamais dit. Enfin, maintenant, mes enfants le savent aussi, hein. C'est évident. Mes petits-enfants aussi, qui ont votre âge, enfin, oui. Non, les arrière-petits-enfants, je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Là, c'est dur, hein. Oui, là. Quand on peut mettre les pieds sous la table, on a chaud derrière, une bonne soupe, pas la sticole, non. Ouais. Voilà. Question, non? Monsieur, le triangle que vous avez là, il y a quelque chose, c'est en rapport avec ça, non? Quoi? Le triangle avec F dedans. Oui, justement, ben, je vous l'explique. Voilà. Le triangle, enfin ça c'est en métal. Mais en réalité, le rouge, ça veut dire politique. Déporté politique. Le F, ça veut dire Françoise. Et mon numéro matricule est au-dessus. Évidemment, ça c'est une effigie, hein, c'est... Mais alors que ce numéro-là, on l'avait en bande ici sur la poitrine, vous voyez. Là. Et puis, ça veut dire le rouge, triangle rouge, ça veut dire déporté positif. C'est prendre compte. Maintenant, si c'était un italien, c'était I. Hein, si c'était un polonais, c'était Polen, un P. Voilà. C'était pour nous différencier du truc. Ouais. Moi, mon numéro,
c'était 84 571. Et quand on a été libéré, je l'ai su qu'après, ça s'arrêtait au numéro 130 et quelques mille. Alors oui, qu'après moi, il y en a encore passé. Hein. Et maintenant, sans compter ceux qui ont passé à la chambre à gaz et au four crématoire sans être immatriculés. Parce que les Russes, ils les condamnaient immédiatement, les Russes, les soldats russes qui étaient faits prisonniers. Alors, les soldats, ils n'avaient pas comment dirais-je, la convention de Genève. C'est-à-dire Genève, ils n'étaient pas protégés par une loi. Alors les Allemands les nettoyaient, puis c'était fini. Eux, ils n'en ont pas souché. Oui, mademoiselle. Dans les camps, vous avez été, il y avait des femmes? Oui, il y avait des femmes, oui. Enfin, évidemment, elles n'étaient pas mélangées avec les hommes. Mais il y avait des femmes, il y en a eu, oui, il y avait, je crois, 3000 femmes dans notre camp. Dans le camp où moi j'étais, Sachsenhausen, il y avait 40 000 hommes, hein, enfin 40 000 personnes. Vous vous rendez compte, là, ça faisait du peuple. 40 000, c'est... 40 000. Ah oui. C'est joli, hein. Ah oui, oui, oui. Est-ce que des fois, les femmes, ça pouvait être les écoutes des hommes? Ah oui, ça aurait pu l'être. Enfin, moi, je ne sais pas s'il y a eu l'homme et la femme, mais il y a eu des femmes. Mais généralement, les Allemands, quand ils arrêtaient les hommes, ils étaient envoyés soit à Dachau, soit à Sachsenhausen, soit à Auschwitz, soit n'importe où. Et les femmes, généralement, ils les envoyaient à Ravensbrück. Ça, c'était le camp spécialement pour les femmes. Monsieur, Oui, madame. les femmes, elles étaient plus ou moins torturées que les hommes? Comment? Les femmes, elles étaient plus ou moins torturées que les hommes? Moi, c'était, je crois, le même régime pour les femmes. Hein. Vous savez, il n'y avait pas de distinction de sexe chez les Allemands. Vous savez, au contraire, je crois que les femmes ont souffert même plus que les hommes, parce que c'est quand même pas... Enfin, je sais pas comment vous dire, moi, un homme, ça a quand même il y a de la robustesse, même qu'il soit faible ou même qu'il soit, tandis que chez la femme, c'est tout à fait différent. Il y a une autre chose d'hygiène aussi, il y a beaucoup de choses qui comptent. Hein. Je crois qu'il faut rentrer sans ligne de compte aussi. Oui, mais je non. Vous avez ramené vos dessins? Comment? Vous avez ramené vos dessins? Les dessins? Je me rappelle, il était là l'an dernier. Ah, il était là. Ouais, je crois que... Faut aller voir. Et là, je ne peux pas les détacher. Hein. C'est-à-dire, comme j'ai dit à madame, il y a la ville de Florence qui veut justement... j'ai fait un mémoire, de moi, hein. J'ai fait un mémoire et la ville de Florence, ils sont au courant. Et ça date de samedi seulement. Ils veulent, comment dirais-je... Ouais. Mais là, je ne sais pas si vous verrez. Ça, c'est une...